Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mosaïque et on poursuit malgré cette actualité qui nous tient en haleine et nous submerge littéralement depuis près d'un mois. Nous maintenons notre travail de réflexion sur les origines, les enjeux de cette guerre en cours en essayant de prendre, si possible, du recul, de la distance. On est aujourd'hui en ligne avec le politologue Stéphane Vanish. Bonjour. Bonjour. Comme un de nos premiers invités de cette série, je vais commencer par vous demander de nous parler du commencement. Alors, comment est-ce qu'on peut qualifier, nommer ce qui s'est passé le 7 octobre dernier afin de mieux comprendre pourquoi le processus qu'on connaît aujourd'hui est en place? Le 7 octobre dernier, le Hamas a tout simplement, entre guillemets, exercé pendant 7-8 heures la Shoah par balle qu'on a connue en Ukraine en 1942. C'est-à-dire que c'est en quelques heures tuer des 1400 personnes, maintenant on sait le nombre, c'est tuer le maximum de personnes parce que juifs, que ce soit des combattants, non combattants, femmes, jeunes filles, bébés, on a vu un peu les scènes catastrophiques et avec le manque d'humanité. Et ce qui est intéressant, c'est surtout ce manque d'humanité, c'est-à-dire que ce qui rappelle la Shoah par balle, ce qui rappelle tout simplement la Shoah, c'est cette capacité qu'ont eu les gens du Hamas, les terroristes du Hamas, à déshumaniser les Juifs et pouvoir les tuer comme des animaux, des chiens, des chats, etc. Pouvoir mettre un bébé vivant dans un four et le faire cuire n'est pas donné à tout le monde. En fait, les seuls qui faisaient ça sans trop de réaction psychologique étaient les SS, entre guillemets, les nazis. Et on s'aperçoit bien le lien qui historiquement. Et donc, de ce fait, ce qui s'est passé le 7 octobre, ça nous a remis dans notre état de juifs diasporiques, de juifs de la Shoah. Et c'est pour un Israélien, pour l'État d'Israël, insupportable parce que c'est un échec complet. L'État Oui. d'Israël a été fait pour que les Juifs ne subissent plus ça. Et le dernier crime sérieux, le dernier crime important contre l'humanité des Juifs, c'est fait en Israël, ce qui est une vraie contradiction, une vraie remise en cause. Oui, là, il y a une contradiction effectivement du fait que le sionisme et Israël étaient précisément le moyen que cela n'arrive plus et ça arrive justement jusque-là. Alors, ça a ravivé cette histoire extrêmement traumatique encore pour tout le monde en Israël, quelles que soient les origines. Et donc, ça explique aussi sans doute ce qui s'est produit après, c'est-à-dire la capacité de se mettre en position de réagir collectivement d'une manière sans ambiguïté, sans qu'il y ait vraiment de débat. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'action du Hamas, la tuerie du Hamas, nous a remis dans, je dirais, notre judéité de ghetto, notre judéité européenne. Et comme nous sommes israéliens, c'est un choix, c'est une culture, c'est comment ça un tout, entre guillemets. Et notre israélité a repris très vite le dessus. Alors, elle a repris le dessus parce que, contrairement à ce qu'on pensait au départ, les soldats qui étaient à la frontière ont combattu et n'ont pas été submergés. Et nos soldats, pendant 2 jours, ont combattu contre le Hamas en faisant 1000-1500 morts du Hamas. Donc, ce n'était pas rien. Donc, notre Israélité est revenue très, très vite. Et c'est ce qui n'était pas prévu par les Arabes, par le Hamas ou l'Hezbollah, qui ont bien dit qu'on allait être complètement détruit psychologiquement, et donc c'était facile de nous battre ensuite. C'est mal connaître ce qu'est Israël, c'est mal connaître notre israélité. Et en effet, du coup, face à ce danger, face à cette remise en cause existentielle, nous avons, comment dirais-je, tous réagi. Mon fils est au front, ma belle-fille est là. Enfin, tout le monde s'est remis en route en mode combat, en mode guerre, pour que ça n'arrive plus et pour qu'on puisse réagir de telle manière que ça n'arrive plus jamais, entre guillemets. Alors pour continuer sur la définition de ce à quoi on assiste, il y a eu plusieurs appellations possibles, hein, le 11 septembre, etc. Bon, la Shoah par balle, vous l'avez dit. Et puis le Premier ministre a parlé la semaine dernière de seconde guerre d'indépendance. Est-ce que ça peut avoir un sens, seconde guerre d'indépendance? Non, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est la communication à la Netanyahou un peu finissante, pour être franc. Non, c'est une autre guerre existentielle, comme celle de Kippour. C'est pas celle de 48, même si elle était existentielle, mais c'était la naissance de quelque chose. En 73, on a cru perdre le territoire, on a cru perdre l'État d'Israël. Et là, on a perdu, le 7 octobre, on a perdu notre israélité. Donc, c'est une guerre existentielle, non pas en termes territorial, très peu,
mais en termes psychologiques, je dirais. Le combat que l'on mène, c'est pour réaffirmer auprès de l'ensemble du monde arabe, de nos ennemis, mais aussi de l'ensemble du monde, qu'Israël existe et que notre israélité, nous n'allons pas l'abandonner et que nous sommes encore capables de mourir pour ça. Et c'est celui qui est capable de mourir qui gagne, vous connaissez la phrase. Et comment dirais-je, cet épisode est une remise en cause profonde de tout ce qu'on pensait dépasser, notamment nos chamailleries, entre guillemets, sont bien vaines, hein, nos manifs, etc., sont bien vaines. Notre réalité et notre judaïsme sont liés. Il y a beaucoup d'intellectuels universitaires qui disent moi je suis israélien mais je ne suis pas juif, je me considère israélien mais ma définition du judaïsme ne m'identifie pas, etc., etc. C'est complètement faux. Face aux autres, nous sommes les juifs de la terre, Israël est l'État juif, et ce qui est tout à fait logique d'ailleurs, je ne remets ça pas du tout en cause, mais il faut que les Israéliens sachent qu'ils ne sont pas citoyens du monde, ils sont citoyens d'Israël avec tous les ennemis que l'on a, des ennemis liés au monde arabe, mais liés aussi à l'antisémitisme occidental, parce qu'on voit bien comment ça se déchaîne en ce moment. On voit bien que rien n'est réglé, que rien n'a abouti, et seul l'État d'Israël et seul Tsahal empêchent une nouvelle Shoah. Alors, vous pensez donc que ce rassemblement, cette prise de conscience du peuple israélien, du peuple juif en Israël, est durable, que c'est quelque chose qui ne va pas s'effriter. Pour l'instant, ça a l'air de tenir bien. Bon, ça tiendra tant qu'il y a la guerre, ça c'est évident, on ne va pas lâcher prise. Ce qui est intéressant, c'est tous les, comment dirais-je, les gauchistes qui soutenaient les Palestiniens, qui se sentent les grands cocus de l'histoire, dans le sens où ils ne voulaient pas soutenir des gens qui avaient des pratiques de nazis. Et là, ils sont débordés, ils sont intellectuellement débordés, et à part quelques-uns, ils s'arrêtent net et ils sont horrifiés de ce qu'ils ont soutenu. Et je pense que ça va être important. C'est-à-dire qu'on a oublié d'où venait le Hamas, on a oublié d'où venait le Hezbollah, pour n'en voir que des ennemis je dirais, modestes, entre guillemets. Le Hamas, c'est les frères musulmans, c'est Husseini, c'est la lien avec Hitler et la Shoah directe. Il faut savoir que le père de Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah, faisait partie du parti nazi syrio-libanais à l'époque. Bref, on est vraiment dans des logiques comment dirais-je, liées à la Seconde Guerre mondiale. On n'est pas, ce sont pas nos ennemis, ce ne sont pas des Arabes, entre guillemets. Nos ennemis sont des gens qui proviennent culturellement de l'islamisme d'un côté, mais du nazisme de l'autre. Et c'est pour ça qu'ils ont pu tuer aussi facilement des êtres humains parce que juifs. Ce n'est pas dans le Coran de tuer des juifs comme ça, des bébés, ça n'existe pas. Ce qui est important, c'est qu'on est en train de peut-être solder la fin de la Seconde Guerre mondiale, et c'est pour ça qu'on doit on ne peut pas faire de cessez-le-feu, on ne doit pas pardonner, il faut éliminer cette scorie qui reste encore, comment dirais-je, de la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir que l'Iran, l'Irak, la Syrie, les chiites libanais, une partie du Liban, les Palestiniens, avec Hussein, etc., étaient l'allié d'Hitler. Et comme par hasard, c'est avec ces pays-là qu'on n'arrive pas à faire la paix, parce que à leurs yeux, nous ne sommes pas israéliens, nous sommes des juifs à éliminer. Et ça s'est très bien vu, aussitôt que le Hamas a le pouvoir sur nous, vous voyez la catastrophe qu'ils sont capables de faire. Que dire de l'effet de surprise? Est-ce qu'on comprend mieux aujourd'hui pourquoi tout le monde semble être passé à côté de ce qui se tramait? Là aussi, c'est un oubli peut-être qu'il y avait encore des restes de cette hostilité dont vous parliez, ancienne. Il y a plusieurs erreurs qui ont produit ça. La première erreur, c'est faire confiance au Hamas. Netanyahou, y compris le Likoud d'avant, parce que c'est sous Shamir que le Hamas est né, il y a une tolérance du Likoud au Hamas parce que ça fait une concurrence avec l'autorité palestinienne. Et du coup, ça évite une unification du peuple palestinien, c'est une unification de la protestation palestinienne. Et du coup, on a trop, comment dirais-je, compris le Hamas. Ça, c'est une première erreur et qui est l'erreur des politiques, mais du coup aussi des militaires. C'est-à-dire qu'ils ont aussi accepté ce compromis ou ces compromissions, je dirais. Et la deuxième chose, c'est Gilad Shalit, c'est-à-dire échanger une personne contre 1000 qui étaient tous, ces gens qui sont aujourd'hui à la direction du Hamas, qui ont organisé 7 octobre, est un acte de faiblesse vis-à-vis des gens comme le Hamas. Ce n'est pas un acte d'humanité. Et on a oublié, qu'on était dans compromission avec le Hamas, et deux, on a oublié qui étaient des gens comme le Hamas, c'est-à-dire que ces actes de force, en termes de mentalité, c'est que des rapports de force, ce n'est pas des rapports d'humanité. Et donc ça, c'est deux erreurs, et je pense que l'armée a fait cette erreur également, à travers aussi l'opinion politique, des politiques. Rappelez-vous, pendant Tsoukétan, en 2014,
comment dirais-je, les aviateurs, certains pilotes ne voulaient pas lancer des bombes de plus de 250 kilos pour pas faire trop de dégâts. Et ben, c'est ces gens-là que l'on n'a pas su, comment dirais-je, esquinter comme il faut en 2014, qui ont organisé cette Shoah le 7 octobre. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus d'hésitation. En effet, on a vu ce que cela donnait et il n'y a plus d'aviateurs qui ne veulent plus lancer de bombes lourdes et on est violent aujourd'hui. Et il faut que le monde sache, et il faut que le monde arabe sache, il faut que le Hezbollah et le Hamas sachent que nous ne sommes pas des gentils juifs de ghetto, que nous sommes des Israéliens et que ça va être très violent et c'est déjà très violent. Alors là, on en vient à la réaction, aux réactions des Occidentaux, à commencer par les États-Unis peut-être. Bon, pour l'instant, il y a un soutien. Est-ce que ce soutien va être durable? Comment vous percevez la situation? Moi, je pense que dans une semaine ou deux, ça ne va plus exister, entre guillemets, à l'heure où on se parle. Non, comme la première réaction a été très belle, entre guillemets, parce que nous étions des juifs de ghetto. Donc, nous avons été massacrés, donc nous avons rempli notre fonction symbolique de juifs dans le monde, et donc nous sommes des juifs à défendre et à plaindre. Et donc, tant qu'on a des jeunes femmes violées, des enfants décapités, etc., c'est une horreur. Et donc, nous avons le soutien de toute l'Europe, le soutien des États-Unis. Et il faut être vraiment antisémite pour dire, comme on voit d'ailleurs dans les universités américaines, ce qui est un vrai souci, pour voir, il faut vraiment être antisémite pour ne pas être sensibilisé à ce qui s'est passé. Le problème, c'est que nous ne réagissons pas comme des juifs de ghetto, nous n'enregistrons pas comme les juifs de la Seconde Guerre mondiale, nous ne nous cachons pas, nous ne fuyons pas, nous ne résistons pas simplement, nous attaquons et nous attaquons très sérieusement. Il faut savoir que l'armée israélienne aujourd'hui lance des bombes aussi violentes qu'en 1973. C'est-à-dire que ça fait 50 ans que l'armée israélienne n'a pas été aussi violente parce qu'on fait toujours très attention à nos ennemis, ce qui est, à mon avis, la preuve du 7 octobre, ce qui n'est peut-être pas une bonne chose parce que nos ennemis oublient qu'on peut être violent. Et aujourd'hui, cette guerre est existentielle à cause de ça. Il faut que faut que le monde sache qu'Israël existe et existera encore demain et que nous serons capables de nous défendre. Et je pense que cette solidarité, une fois que la représentation du juif victime redevient un juif conquérant, entre guillemets, je pense que cette solidarité va petit à petit s'étioler au profit de la victime magique que sont les Palestiniens, parce que victimes des juifs. Voilà. Alors, effectivement, c'est ce qu'on commence déjà à pressentir, à voir, en tout cas en France. Mais donc, vous avez dit tout à l'heure que les États-Unis pourraient à un moment donné dire, bon, maintenant il faut arrêter, il faut faire un cessez-le-feu. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Parce qu'on nous parle d'une guerre quand même sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Qu'est-ce qui se passera à ce moment-là d'une sorte de retrait américain de ce soutien américain? Alors, le soutien américain est déjà en retrait, vu que si le Hezbollah nous attaque, Biden vient de dire aujourd'hui qu'il ne participerait pas à la bataille. En même temps, pour être franc jusqu'au bout, ils nous ont tellement bien armés qu'ils n'ont pas besoin non plus, a priori. Hein, il faut être franc, il faut être. Donc c'est plus politique que militaire en fait. Mm. Aujourd'hui, l'action des États-Unis, c'est d'éviter que ça devienne une guerre régionale avec l'Iran et avec d'autres pays, ce qui est aussi bien entre guillemets. Aujourd'hui, l'enjeu majeur pour Israël, ce n'est plus le Hamas, c'est le Hezbollah. Et donc, ce qui est sûr, c'est que les Européens, je pense, et les Américains ont compris que le Hamas était une chose faite. La disparition du Hamas va, a priori, être une réalité, un peu comme Arafat, à mon avis, au Liban. C'est-à-dire Arafat a dû partir du Liban pour la Tunisie, avec la première guerre du Liban. Je pense qu'on va opérer un peu de la même manière. À un moment donné, ils seront acculés pour que la direction du Hamas, et militaire et politique, sortent de la bande de Gaza. Mais parce qu'on ne va pas tuer tout le monde, il ne faut pas exagérer, on va pas, Israël ne devient pas des grands sanguinaires non plus. Hein, on a nos limites assez rapides d'ailleurs. En revanche, avec le Hezbollah, ça va être une autre affaire. On va voir ça vendredi. Hein, là, on est dans le jour où l'on est, c'est que vendredi, il y a la conférence de presse de Nasrallah. En ce moment, ils réfléchissent énormément sur est-ce qu'ils rentrent en guerre ou pas. Il y a du pour et du contre. À mon avis, s'ils rentrent en guerre, ça va être une catastrophe pour eux également parce que Israël sera beaucoup plus violent encore que l'on est à Gaza. Et donc, ils vont se rappeler également de ce que nous sommes réellement en tant que peuple, en tant que nation. Maintenant, on va voir comment ces choses évoluent. Je n'ai pas
une boule de cristal. Alors, si on revient maintenant à des choses plus générales, sur l'événement lui-même qui semble jouer un rôle, j'allais dire, un rôle immense de révélateur à plusieurs niveaux. Est-ce que les choses ont déjà changé à votre avis? On peut déjà noter que cet événement, bien qu'il n'ait pas encore donné toute sa puissance, est déjà quelque chose qui a modifié la situation et quoi principalement? Alors d'abord la motivation, alors, la situation interne en Israël. Mm. Aujourd'hui, on voit au front des datilomi, donc les religieux, les religieux nationaux, combattre avec des laïcs sans aucun souci. Ils ont l'habitude, ils sont ensemble dans les réserves. C'est-à-dire que les dissensions qui existaient entre religieux et non religieux, les dissensions qui existaient entre projets de loi sur le projet judiciaire ou pas, se sont complètement effacées au profit de l'union nationale et au profit de l'unité du peuple juif, de l'unité du peuple israélien contre ses ennemis. Donc là, il y a quelque chose de très positif parce que tout va être relatif, entre guillemets, et cette union dans le combat, dans ces frères d'armes, entre guillemets, vont, à mon avis, résister ensuite à la fin de la guerre. La seconde chose, c'est l'attitude des Haredi. Les grands sages Haredi, orthodoxes, juifs orthodoxes, ne veulent pas que leurs ouailles aillent à l'armée, sauf que leurs ouailles veulent aller à l'armée. Et là, vous avez 2000 jeunes orthodoxes qui veulent s'engager à l'armée et ils sont en train de s'engager en ce moment. Et donc, on voit bien que là aussi, il y a une barrière qui est en train de tomber. Ils sont israéliens, bien qu'orthodoxes, ils sont israéliens et ils veulent participer à la nation israélienne. Et donc, tous ces blocages qui semblaient impossibles à surmonter il y a encore une semaine, ou il y a 3 semaines, excusez-moi, sont en train de s'effacer totalement. Et donc, c'est une nouvelle société israélienne qui est en train d'être en gestation, à condition que les politiques le comprennent et à condition que ça ne soit pas bloqué, comme envie de le faire Netanyahou en ce moment. Mais je pense que la société civile a une telle dynamique, notamment les premiers jours du conflit, le 7, 8, 9, 10 octobre. C'est la société civile qui a, comment dirais-je, organisé le logement de beaucoup de gens du sud d'Israël. Il y a beaucoup de gens de l'association Arivin Eshek qui ont été combattre le 7 et 8 octobre, etc. Bref, il n'y a pas eu que l'État qui a participé, la société civile y a aussi beaucoup participé. Et donc, on voit bien qu'on est une société civile extrêmement dynamique, extrêmement volontaire et qui sait s'unir beaucoup plus vite que les politiques quand il le faut. Et je pense que c'est une vraie leçon qui va rester après la guerre si tout se passe bien, c'est-à-dire si on gagne la guerre, bien sûr. Voilà. Il y aura forcément des changements politiques, évidemment, à venir. Je voudrais qu'on parle aussi, pour terminer, Stéphane Baniche, de ce qui se passe aux États-Unis et en France pour les Juifs, car on voit bien que d'ores et déjà, les choses commencent à changer de façon nette. Il y a une cristallisation des points de vue et ben, les Juifs sont une nouvelle fois pris pour cible. Avec l'augmentation des actes antisémites, notamment aux États-Unis et en France. Peut-être qu'on peut dissocier les deux situations. Je peux commencer par les États-Unis, peut-être. Oui, tout à fait, c'est pas la même chose. Aux États-Unis, on a un retour de l'antisémitisme populaire, entre guillemets, y compris intellectuel, qu'on n'avait pas connu depuis les années 50 à peu près, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est extrêmement grave. Pourquoi? Parce que quand ces étudiants d'Harvard qui signent des textes antisémites, ce sont les futurs cadres supérieurs et cadres dirigeants des États-Unis dans 20 ans. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a une partie importante, pas tout le monde, il ne faut pas exagérer, mais une partie importante des futurs cadres supérieurs des États-Unis qui ont une vision extrêmement antisémite des choses, avec une vision wokiste, colonialiste, racialiste, c'est-à-dire que si vous êtes noir, vous êtes bon, si vous êtes blanc, vous êtes mauvais, si vous êtes juif, vous êtes mauvais également. Et donc, ça veut dire que c'est une vision racialiste, naturaliste de la politique, et c'est-à-dire que c'est du nazisme en fait. Et en effet, ils pensent comme des nazis et réagissent comme des nazis, c'est-à-dire le fait qu'on ait eu 1000 et quelques morts qui sont dignes d'une crime, enfin qui vont être des crimes contre l'humanité, ne les dérange absolument pas parce que nous sommes juifs. Et donc là, c'est quelque chose d'un phénomène très récent et très grave parce que c'est la première puissance du monde. Imaginons un président wokiste. On a déjà eu Obama qui n'était pas extraordinaire, mais imaginons dans 10 ans ou 15 ans un président wokiste à la tête des États-Unis. On voit tous les dégâts que ça pourrait faire. En France, on est plutôt dans la continuité. C'est-à-dire qu'on est dans l'antisémitisme essentiellement des personnes d'origine musulmane ou arabe, euh, soutenues par une extrême gauche, mais pas si nombreuse que ça in fine, qu'on voit dans les manifestations, et avec par contre un discours, et ça c'est nouveau, d'un parti politique installé, qui est LFI, qui a un discours antisémite et un discours, là également, négationniste par rapport aux crimes contre l'humanité
que nous avons subi. Et là, c'est quelque chose d'important parce que d'habitude, bon, c'était les partis d'extrême droite qui étaient antisémites. Là, on a un parti d'extrême gauche ouvertement antisémite maintenant, on peut le dire clairement. Et ça va verrouiller complètement la société française, et ça, c'est un vrai, vrai souci, parce que tout simplement, d'abord, ça rend acceptable l'extrême droite française, ce qui est un peu surréaliste, mais surtout, ça, en termes de culture politique, on a un antisémitisme de gauche au nom de l'humanisme, entre guillemets, qui s'installe et qui est très, très grave pour, à mon avis, l'avenir de la société française, plus que pour l'avenir d'Israël par ailleurs. Oui, en tout cas, l'avenir des Juifs de France n'est pas, n'est pas forcément très rose non plus si cette expansion se poursuit. Parce qu'on sent très bien, vivant ici, que la cristallisation se fait de plus en plus forte et la violence est sous-jacente et peut encore augmenter, d'autant plus que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la guerre va être longue et que le degré de supportabilité de cette période de grâce, on va dire, où les gens sont relativement réservés, va petit à petit s'évaporer, quoi. Tout à fait, mais alors ça va être grave pour les Juifs de France, c'est évident, mais c'est pas juste pour les Juifs de France, pour la démocratie française tout court. Mm. C'est-à-dire que quand on s'en prend aux Juifs de cette façon-là, quand on a un discours aussi même si c'est un discours moderne, entre guillemets, un discours antisémite, sinon implicite, sinon direct, c'est évident que ça déstructure les valeurs de la République française, ça déstructure les valeurs de la société française, et ça affaiblit la démocratie et donc la liberté tout simplement des uns et des autres. Et c'est grave pour les Juifs de France parce qu'ils vont être les premières victimes, mais ça ne sera sans doute pas les dernières, et on est dans une évolution, comment dirais-je, enfin, grave, et enfin, j'ai une évolution négative qui me rend assez pessimiste sur l'avenir de cette société. Même si aux États-Unis, on a un peu le même phénomène, il va être plus lent, entre guillemets, et je pense que les contre-feux sont plus puissants aux États-Unis pour l'instant, en tout cas, qu'en France aujourd'hui. Alors, une dernière question encore pour reprendre le problème globalement et ce que j'appellerais la nomination du conflit. Quel nom on va donner à cette guerre dans l'avenir, les historiens? Alors, souvent, les guerres se déterminent, leur nom se détermine de façon assez évidente, hein. Bon, le 11 septembre, ça a été le 11 septembre. Kippour, ça a été la guerre de Kippour. Là, on ne voit pas que ça va être Simchat Torah ou que ça va être le 7 octobre. On a l'impression qu'on a un événement qui n'a pas encore de nom et qui montre toute sa potentialité de transformation finalement de l'équilibre général et que ça concerne le monde entier finalement. Comment vous appréciez Oui, cette... je pense qu'il y a deux choses. Il faut voir comment va finir cette guerre. Je pense que pour la nommer, pour voir ses effets, il va falloir comment voir si elle finit bien, entre guillemets, aux yeux d'un Israélien, c'est-à-dire que le Hamas n'existe plus à Gaza, que le Hezbollah est affaibli de telle manière qu'ils ne peuvent plus faire le là à la frontière nord, ce qui montre aussi notre puissance par rapport à d'autres pays arabes qui auraient envie d'être en conflit avec nous, ce qui donne une dissuasion que nous avons pu visiblement. Là, on est dans une guerre de renaissance, entre guillemets. Vu qu'on a un premier existentiel, c'est une espèce de guerre de renaissance. Euh, c'est là où peut-être qu'on peut dire que c'est une nouvelle guerre d'indépendance. Enfin, moi, c'est une guerre de renaissance et je ne pense pas que la guerre d'indépendance, c'était une guerre de naissance parce qu'Israël existait avant En l'État même temps, ça d'Israël. donnera à Israël la complétude de sa souveraineté et de sa possibilité d'être dans le monde en tant que tel, sans être dépendant. C'est ce que j'allais vous dire. Et de ce fait, cette guerre, si elle fonctionne, si elle est réussie, nous redonnera notre place dans la nation, non pas parce qu'on va être aimé, mais parce qu'on va être craint, entre guillemets, et parce qu'on va être respecté de nouveau. Et je Peut-être pense aimé à la que fin, on peut espérer. je ne suis pas sûr que les relations entre États et l'amour fassent bon ménage, mais ce qui est sûr, c'est que la crainte et le respect, beaucoup plus. Et je pense que ce qui s'est passé, le fait que nous, Israéliens, pensions être un peu les citoyens du monde, qu'on ait une vision un peu universelle avec l'informatique, avec les startup nations, avec y compris le Covid, avec le vaccin, notre rôle mondial qu'on a eu pour le test du vaccin, etc. On a eu l'impression, je pense, qu'on était accepté par le monde entier et qu'on était maintenant non plus simplement israéliens, mais citoyens du monde, comme je disais tout à l'heure. Le fait que le 7 octobre ait pu exister, les réactions dans le monde contre Israël juste, on dirait, le 9 octobre, c'est-à-dire le temps de latence, montre, et l'antisémitisme, non pas latent, mais exprimé dans toute l'Europe, même si elle n'est pas généralisée, c'est pas l'étatique encore, mais dans toute l'Europe et aux États-Unis de nouveau depuis 50, enfin 70 ans maintenant, montre bien
qu'Israël a besoin de se réimposer parmi les nations en tant qu'État juif, en tant qu'identité juive, et nous participerons bien sûr au bienfait du monde, mais en tant qu'État juif et pas en tant qu'État universel, entre guillemets, ou à vocation universelle. Et je pense que c'est une grande leçon de cette guerre. Merci beaucoup. Merci Stéphane Vanish. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Merci pour votre attention. À vous tous qui nous écoutez, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne Mosaïque pour recevoir la suite des productions. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si elle vous a plu. Laissez une appréciation, un commentaire. Votre contribution et votre soutien nous sont précieux. Merci beaucoup. Au revoir.